Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui est un nouveau format qu'on teste aujourd'hui. Un format que je vois un peu dans une optique où, face au backlash ambiant, oui, maintenant que j'ai appris un nouveau mot, je l'utilise souvent, eh bien on a besoin de bonnes nouvelles et de voir que ça continue de bouger. J'ai découvert le profil LinkedIn de Jonas qui partage chaque semaine un exemple inspirant sur LinkedIn d'entreprise qui s'adaptent au dérèglement climatique. Et on s'est dit que ce serait sympa d'en parler sur le podcast pour diffuser ces exemples qui sont très, très chouettes et aller justement piocher de l'inspiration des entreprises qui font des actions très concrètes, très impactantes et qui, voilà, de mon point de vue, sont de bonnes nouvelles, qui font du bien. Et comme on a besoin de se remotiver et constater qu'on n'est pas les seuls et que les choses avancent, eh bien voilà, c'est de ces exemples dont on va parler sur le podcast aujourd'hui. Bienvenue Jonas. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu passes ton temps de lecture du week-end à chercher des exemples d'entreprises inspirantes? Bonjour Cassandre, merci beaucoup pour l'invitation sur ton super podcast. Pour me présenter rapidement, moi ça fait une dizaine d'années en fait que je m'intéresse aux entrepreneurs et aux entreprises qui cherchent à contribuer à la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. C'est un peu une sorte de virus que j'ai attrapé il y a une dizaine d'années, où je suis arrivé en école de commerce avec déjà un petit peu cette intuition que l'entreprise pouvait être un levier d'impact social et environnemental, sans vraiment savoir comment ça pouvait être le cas. Et puis, j'ai été assez frustré en arrivant en école de commerce de voir qu'à l'époque, en tout cas, ces sujets-là étaient très peu abordés et que l'entreprise était encore vue comme seulement un lieu pour finalement maximiser le profit pour les actionnaires. Et donc avec un ami, Mathieu Dardaillon, on a décidé à l'époque de partir finalement à la rencontre d'entrepreneurs qui changent le monde, ce qui nous a amené à écrire un livre sur le sujet, mettant déjà en avant un peu ces entrepreneurs et aussi ces intrapreneurs, donc des salariés dans les entreprises, qui font un peu un pas de côté pour développer des projets à impact social ou environnemental tout en restant salarié. Donc ça fait un peu une dizaine d'années finalement que je me nourris de ces acteurs de changement, salariés, dirigeants, intrapreneurs. Et c'est vrai que depuis un an, j'avais envie de retrouver un peu avec le backlash notamment que tu évoques, j'avais envie un peu de renouveler mes inspirations. C'était d'abord un besoin personnel en fait de retrouver de l'énergie, de renouveler aussi mes inspirations. Moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne envie d'agir aussi dans mon quotidien perso et dans mon quotidien pro. Et donc voilà, je me suis dit que le week-end était un bon lieu pour, au lieu de scroller bêtement comme je le fais de temps en temps quand même, de scroller un peu, mais un peu moins, et d'essayer de scroller de manière un peu plus active en allant chercher des initiatives inspirantes. Et puis finalement, assez naturellement, ça permettait aussi de faire un petit post LinkedIn chaque semaine. Voilà, des posts qui font du bien aussi à ceux qui les lisent. Où est-ce qu'on peut les retrouver déjà, si on veut, tu postes chaque semaine? Alors je poste chaque semaine, bon, m'est arrivé de 1 ou 2 fois, notamment pour les vacances scolaires, de zapper 1 ou 2 semaines, mais normalement, je suis quasiment à un post, une initiative partagée, chaque semaine depuis le mois de juin dernier, et qu'on peut retrouver du coup sur mon profil LinkedIn. Je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez aller cliquer et suivre Jonas, pour découvrir ses initiatives. Même si aujourd'hui donc nous allons parler de 3 initiatives qu'on a regroupées autour d'un thème qui serait le renoncement. Il y a des entreprises, voilà, qui décident de renoncer à certains marchés ou à certains produits parce que, ils ne sont pas compatibles avec le dérèglement climatique, parce que ce sont des produits, qui sont trop impactants, qui n'ont pas de sens. On va voir ça un peu dans le détail. Donc aujourd'hui, tu nous as sélectionné 3 exemples d'entreprises qui ont renoncé à commercialiser certaines choses qu'ils vendaient jusque-là. On va creuser ces exemples-là, mais d'abord,
Je pense que tous les auditeurs qui sont avec nous savent pourquoi il faut lutter contre le dérèglement climatique, mais toi, tu parles de s'adapter au dérèglement climatique. Pourquoi tu as utilisé cette terminologie-là? Oui, c'est une super question. Je pense qu'on a aujourd'hui, besoin des 2. Évidemment, la lutte contre le dérèglement climatique, reste une priorité absolue et chaque centième de degré, compte. Donc, évidemment qu'il ne faut pas lâcher le combat. Maintenant, on sait que, les objectifs, des accords de Paris, de 2015 sont, déjà inatteignables. Que de toute façon, les impacts commencent déjà à être là et vont être de plus en plus importants. Donc je crois que finalement l'atténuation et l'adaptation, vont de pair. J'ai eu le sentiment que, sur la partie atténuation, il y avait déjà un petit peu de littérature. Le sujet de l'adaptation est un peu plus nouveau. Je trouve que l'adaptation, parfois, c'est un terme qui parle un petit peu plus aux entreprises, en fait, en leur disant: l'atténuation, il y a un côté un peu volontaire, il y a un côté bon, bah, enfin, vous le faites un peu pour les beaux yeux de la planète, Et elle a heu, de très beaux yeux quand même. elle a de très beaux yeux, donc ça serait bien d'en prendre soin. Pour une entreprise, en tout cas, une fois qu'elle est compliant, ouais, qu'elle respecte la réglementation, si elle a envie d'aller plus loin, sur la partie atténuation, il y a un peu un côté, voilà, je le fais pour la cause, mais si les autres le font pas, finalement, quel est mon impact? Alors que l'adaptation, en fait, je trouve que le terme, est beaucoup plus en lien avec les enjeux, business de l'entreprise. En fait, ça veut dire si vous vous adaptez pas, donc demain, en fait, vos conditions d'opération, de production, vont évoluer parce que si vous avez votre site qui, devient, de plus en plus inondable. Voilà, j'habite en Espagne, donc il y a eu évidemment des activités climatiques, notamment les inondations à Valence, qui je pense ont permis de soulever des questions, majeures sur l'adaptation, des entreprises. Il y a des entrepôts logistiques qui ont été complètement, fermés, y compris dans des filiales de grandes entreprises françaises et cetera. Voilà, cette question de l'adaptation a un impact direct sur le business de l'entreprise et donc se dire, bah, si vous vous adaptez pas, bah, demain vous allez être une entreprise moins résiliente, moins performante, moins compétitive et donc in fine, finalement, faire moins de profit. Donc je trouve que cette question d'adaptation, c'est parfois quelque chose qui est un petit peu plus, entendable dans l'entreprise. La porte d'entrée par des exemples concrets, moi je trouve que c'est vraiment parlant en fait. Des fois on dit: «Oui, il faut s'adapter au changement climatique», mais on voit pas trop en fait comment faire ça, alors que voilà, via des exemples d'autres entreprises qui ont mis en place certaines actions pour le faire, bah, tout de suite on comprend mieux de quoi on parle. Ouais, exactement, ouais, je crois beaucoup effectivement au pouvoir de l'exemple. Mmh. Et je crois que les gens en ont marre en plus des grandes théories ou des leçons de morale. Donc le sujet du jour, c'est le renoncement. Voilà, on se dit: «OK, en renonçant, à certains, produits, à certains marchés, à certaines choses, qu'on fait qui sont trop polluantes, trop impactantes pour l'environnement. C'est une façon de s'adapter ou alors peut-être aussi, des produits qui vont consommer des ressources qui vont être peut-être un peu tendues dans les années à venir. C'est une façon de s'adapter. Toi, comment tu as découvert ce sujet du renoncement, en entreprise? Parce que c'est quand même fort de dire à une entreprise: «Bah, ça, le truc que vous vendez et ben, ça serait bien d'arrêter de le vendre». Ouais, on n'a pas choisi le thème le plus simple pour, C'est clair. pour ce podcast. Mais en même temps, je trouve que ce sujet est du coup extrêmement passionnant parce que je pense que la question du renoncement, est absolument essentielle. L'atténuation et l'adaptation peuvent générer et vont générer évidemment des opportunités pour pas mal de secteurs et d'industries, et donc ça, quand on voit directement, ces opportunités-là, bon, bah, c'est plutôt la partie facile, de mobiliser des dirigeants et des équipes, quand il y a des nouvelles opportunités business grâce à la transition. Quand il s'agit de renoncer, c'est un peu plus compliqué évidemment, et donc le thème est pas facile et je crois que on vient vraiment toucher, le cœur du sujet, hein. Par transition, on passe d'un modèle A à un modèle B, donc on va investir plus dans le modèle B, mais il va falloir aussi qu'on désinvestisse dans le modèle A. Donc ce thème est passionnant. Moi, je l'ai découvert, avec, la Camif et notamment son inspirant, ex-PDG qui s'appelle, Emery Jacquia, qui, pour l'anecdote, avait, un entrepreneur qui avait racheté la Camif, au tribunal de commerce, donc quand l'entreprise était un petit peu au bord du gouffre, et l'a relancé avec 2 thématiques, principales qui étaient le digital, et la durabilité. Et donc, la Camif, progressivement, a pris un vrai chemin d'engagement, est devenue une entreprise à mission et cette mission était vraiment autour du changement des comportements, des consommateurs. Pour information, la Camif vend des meubles, vend du mobilier, en ligne et
une des journées les plus importantes de tout business en B2C, c'est la journée du Black Friday. Et donc, il s'est posé à un moment la question de se dire, notre but, notre mission, c'est de faire évoluer les comportements des consommateurs vers des pratiques plus durables, permet de garder les produits plus longtemps, de choisir des matériaux locaux, issus de forêts gérées durablement, etc. La circularité des produits, et puis aussi surtout la consommation qui répond à un véritable besoin, et puis pas la consommation à l'émotion pure et dure du moment. Ce qui est évidemment ce que facilite le Black Friday voilà, avec tout un tas de réductions qui finalement font acheter des choses que les gens n'ont pas besoin. Et donc, il a en tout cas lancé l'initiative de l'anti-Black Friday, et c'était le premier renoncement majeur qu'avait pris la Camif, où ce jour du Black Friday, la Camif a fermé son site et du coup a renoncé À des ventes. à des ventes et au jour où le chiffre d'affaires était le plus important de l'année. Voilà. Donc, c'est un exemple évidemment particulièrement audacieux. Et qui a inspiré d'autres entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent non, nous, on fait pas le Black Friday, on vous encourage à garder votre matériel, à vous poser la question de si vous en avez vraiment besoin. Ouais, exactement, ça inspire notre entreprise, et puis on y reviendra peut-être après, mais je crois que les renoncements collectifs aussi sont très puissants. Donc il y a eu le mouvement de l'anti-Black Friday, d'autres entreprises qui se sont joints à cette opération. Il y a eu aussi le Green Friday, donc plutôt pour orienter vers des entreprises vertueuses. Donc effectivement, ça, d'un renoncement d'un individu, en tout cas d'une entreprise, il y a eu des renoncements plus collectifs, et je pense que c'est évidemment très important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce renoncement a eu des effets positifs aussi sur le business, parce qu'en réalité, quand il a lancé ça, c'était la première entreprise à l'avoir fait. Donc le relais médiatique a été tel que ça a donné une visibilité énorme à l'entreprise, et que les retombées économiques en termes de visibilité, même si les gens n'ont pas consommé le jour du Black Friday, ont été extrêmement positives sur les semaines ou les mois qui ont suivi, parce que ça a permis de faire connaître la Camif grâce à des relais médiatiques, ou même via les réseaux sociaux qui ont été extrêmement importants. Et s'il avait essayé en fait de financer des campagnes de pub ou de RP sans opération, ça lui aurait effectivement coûté sans doute beaucoup plus cher que ce renoncement d'un jour de chiffre d'affaires. Donc c'est là aussi où c'est intéressant de se poser la question un vrai renoncement, c'est clairement une perte à un moment donné de chiffre d'affaires ou de rentabilité. Mais qu'est-ce que ça me permet, qu'est-ce que ça m'ouvre aussi comme opportunité, peut-être à plus moyen terme. Je trouve que cet exemple de l'anti-Black Friday est assez marquante. Voilà, moi, ça m'a pas mal interpellé sur la question du renoncement, en me disant, là, on touche vraiment du doigt quelque chose de fort, et c'est à minima une question que je pense que toutes les entreprises doivent se poser si je devais faire un renoncement au service des enjeux sociaux et ou environnementaux, lequel ce serait. Ouais, mais du coup, en fait, tu viens de le dire, il y a un peu deux questions à se poser, c'est-à-dire, ok, peut-être qu'il va falloir que je renonce à certaines choses pour les beaux yeux de la planète, mais n'empêche, mon boulot, c'est de faire de l'argent, donc il faut que cet argent, si j'arrête de vendre quelque chose, il faut que ça me serve par derrière pour autre chose. Donc là, la Camif a dit: «Bah OK, je ne veux plus, faire le Black Friday», et du coup, ça m'ouvre un espace médiatique, parce que je suis le seul à faire ça, et les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, du coup, vont me connaître grâce à ça. Finalement, maintenant qu'il y a plusieurs entreprises qui sont anti Black Friday, je me dis: «Bon, bah ça, c'est fini, ça sert à rien, le coup est parti là-dessus», et c'est dur, je trouve, de trouver un exemple comme ça réplicable. C'est pas facile de dire: «OK, il y a des choses auxquelles je renonce», mais de voir ce que ça ouvre derrière, de voir ce que ça apporte derrière de positif. C'est pas facile du tout, effectivement. C'est sans doute ce qu'il y a de plus dur, c'est clair. Ce qui est quand même juste important, je pense, d'avoir en tête, c'est que quand on renonce à quelque chose, on se libère aussi de la place, de l'énergie, potentiellement des moyens financiers pour investir ailleurs. Donc c'est aussi cette réflexion qu'il faut avoir de manière complète, de se dire, si je dis non à quelque chose, je vais pouvoir dire oui à autre chose, ou en tout cas plus oui à autre chose. Et donc si je mets moins d'énergie à faire du marketing pour faire une opération pendant le Black Friday à moins 40%, etc. Cette énergie-là, je peux peut-être la mettre ailleurs sur une activité aussi qui va être génératrice de revenus ou génératrice de fidélisation client. Donc je pense que c'est aussi cette réflexion qu'il faut avoir vraiment de manière un peu complète, en se disant,
parce que j'investis pas à un endroit, c'est pas juste j'arrête d'investir, c'est j'investis plus là parce que je pense que mon énergie ou mon argent aura plus d'impact, mais aussi de résultats business sur le moyen et long terme ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, maintenant que tu l'exprimes de cette manière-là, ça me fait penser qu'on n'est pas obligé de renoncer qu'à quelque chose qu'on vend, on peut renoncer à un process qu'on a dans l'entreprise. Par exemple, dire, ben, nous, on renonce à faire des voyages en avion à nos salariés, c'est un renoncement. Qui est pas lié au business directement, qui est lié à quelque chose d'interne et en effet, ben, peut-être que ça ouvre du budget, du temps, ça oblige à faire autrement, aller chercher peut-être des marchés différents, j'en sais rien, mais en tout cas, comme tu dis, si on dit non à quelque chose, c'est qu'on on ouvre, de nouvelles opportunités sur autre chose, que ce soit budgétaire, temps et moi je crois beaucoup au fait qu'il Bien faut sûr. être un peu créatif pour trouver, d'autres voies et en fait, l'exercice intellectuel est intéressant de se dire, même si on le fait pas, si jamais on faisait plus telle chose en interne ou si on ne vendait plus telle chose, comment on ferait? Comment on s'en sortirait? Même si on n'y va pas, en fait, je trouve que y réfléchir, c'est sympa et même se dire juste: «On y réfléchit comme ça pour le plaisir», ça a un côté, ludique. Enfin, peut-être que tout le monde ne trouve pas Non, mais ça très ludique, mais moi je trouve ça ouais, ouais, amusant. c'est ludique et en fait même stratégique puisque ça vient aussi poser la question de la raison d'être, de la mission de l'entreprise finalement, à quoi l'entreprise sert et à un moment donné, ça va être une question qui sera essentielle pour faire des choix aussi d'orientation de l'entreprise, des choix stratégiques, et plus donc je pense que c'est une question effectivement, ludique, mais c'est aussi une question vraiment de fond, de se dire sur, finalement, à quoi je contribue et puis si mon entreprise était amenée à disparaître, quels en seraient les impacts? Oui, parce que je l'avais aussi dit un peu au début de l'épisode, des fois on renonce parce que, on va plus pouvoir utiliser, tel produit, ou telle ressource, parce qu'aujourd'hui elle va être plus chère ou elle va être plus rare ou on va plus avoir le droit réglementairement et donc ça peut mener aussi à des renoncements. On va passer aux 2 exemples parce que finalement la Camif ne faisait pas partie des exemples, c'était de l'introduction encore. Est-ce que tu peux nous parler du premier exemple que tu as sélectionné d'une entreprise qui renonce? Alors là, on n'est que sur de la renonciation à de la vente, mais on vient d'en parler, on peut renoncer à d'autres choses. Ouais, exactement, bah, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que j'ai ciblé des exemples de renonciation à de la vente, produits ou services, parce que c'est ce qui me paraît, le plus difficile, le plus fort, parce que Mmh. c'est en lien évidemment, avec le business model, mais tu as tout à fait, raison de mentionner aussi l'intérêt des renoncements plus opérationnels et je pense que ça peut aussi être, parfois une très bonne manière de commencer. Et effectivement, l'exemple que tu évoquais, on renonce à un séminaire en avion est assez parlant aussi, je trouve. Donc, premier exemple, j'ai choisi de partager l'exemple de Mustela. Mustela, c'est une entreprise de cosmétiques qui est engagée vers une trajectoire d'entreprise régénérative. Donc, l'entreprise régénérative, en gros, c'est une entreprise qui va non seulement chercher à réduire ses impacts sociaux et environnementaux négatifs, mais à régénérer, donc aussi à produire des impacts sociaux et environnementaux positifs. C'est vraiment un peu le niveau d'ambition dans l'engagement le plus élevé. Et donc Mustela, entreprise de cosmétiques, annonce vers cette trajectoire. Et donc quel a été son renoncement? Donc c'est un renoncement qui est progressif d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas non plus du jour au lendemain, mais elle s'est engagée à cesser la vente de toutes ses lingettes, y compris les lingettes compostables, d'ici 2027. OK, tout ce qui est Donc lingette à usage unique. voilà, exactement, toutes les lingettes à usage unique. C'est pas rien comme renoncement puisque c'est aujourd'hui à peu près 20% de son chiffre d'affaires en France. Donc Ah ouais. l'entreprise là, effectivement, donc c'est pour ça que c'est pas non plus, je renonce du jour au lendemain, ça se planifie. Hem, une fois de plus, je pense que, c'est une réflexion, un choix qui est très audacieux et en même temps qui est réfléchi. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires qui va décroître jusqu'à s'arrêter sur ce sujet-là, va être compensé ou en tout cas ils vont tout faire pour que ça soit compensé par des produits qui soient plus durables, bien évidemment, qui peuvent potentiellement répondre aux mêmes besoins. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est 20% du chiffre d'affaires en France, donc c'est un choix de taille.
C'est un choix de taille. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était incohérent de vendre effectivement des produits à usage unique. Les impacts environnementaux des lingettes sont très importants. Il y a 70 milliards de lingettes qui sont vendues en Europe chaque année, 3 milliards en France, donc 3 milliards de lingettes jetées en France chaque année. En général, mal jetées, c'est-à-dire jetées dans les toilettes ou autres, et donc ça finit dans les égouts. Et aujourd'hui, les Et ça blocages des bouche les canalisations. exactement, exactement, et c'est un coût énorme à la fois pour la collectivité, parce que la collectivité va devoir payer pour que ces égouts soient débouchés. 75% des blocages d'égouts sont causés aujourd'hui par des lingettes jetables, donc c'est quand même assez délirant. C'est un produit Ouais. unique aujourd'hui qui pose ces problèmes-là. Donc c'est des coûts monstrueux pour la collectivité, et c'est aussi des coûts environnementaux, puisque ces lingettes vont libérer des microparticules et qui demandent des efforts ensuite de retraitement beaucoup plus importants de l'eau. Donc voilà, ils ont identifié en tout cas ce produit comme un des produits les plus, sans doute les plus néfastes, les plus nuisibles, même si Mustela d'ailleurs n'était pas l'entreprise qui avait les lingettes les plus néfastes pour l'environnement. Ils avaient plutôt aussi développé les lingettes compostables, etc. Donc ils avaient quand même fait cet effort de réfléchir à la composition de leurs lingettes. Pour autant, cet effort par rapport à l'ampleur du défi n'est pas jugé suffisant, et donc ils font ce renoncement. C'est pareil, c'est un renoncement qui était fort, qui était assez médiatisé. Donc bien évidemment que ça a aussi des retombées intéressantes en termes de marketing, même si là on va comme sur une décision qui va bien au-delà de la pure décision marketing. Ouais. Et Ouais. moi, ça me pose 2 questions. Déjà, est-ce que ça vaut le coup pour eux de faire ça, si ce sont les seuls sur le marché à arrêter de faire des lingettes? C'est-à-dire que, OK, eux, ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. Peut-être qu'il y a pas 20% des lingettes sur le marché qui sont Mustela, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, si eux arrêtent, il y a plein d'autres marques qui vont continuer. Et alors eux, ils en sont plus responsables, très bien. Mais le problème de fond, il va rester, c'est-à-dire que les gens, au lieu d'acheter du Mustela, ils vont acheter d'autres marques. Alors bon, je travaille pas chez Mustela et j'ai pas la prétention Mmh. de connaître tout le cas dans le moindre détail et voilà, l'ensemble du business case, on va dire, ou Ouais, mais même la de manière réflexion. générale, sur le renoncement, tu vois, c'est Ouais, une vraie exactement. question. Non, non, mais ta question est très bonne. Je pense que j'ai un peu 2 éléments de réponse. La première, c'est que derrière ce choix-là, en fait, il y a une anticipation de la réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi AGEC, si la réglementation, s'il n'y a pas trop de backlash sur la réglementation, mais ça, c'est un autre sujet, prévoit la fin des produits à usage unique d'ici 2040. Donc, de toute façon, si la réglementation se maintient, ils auraient été obligés d'arrêter cette commercialisation. Donc, en fait, derrière cette annonce, ils ne font que prendre 13 ans d'avance par rapport à la réglementation. Et donc, ils ne seront pas les seuls à le faire, ils vont juste être sans doute les premiers. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, pendant 13 ans, ils perdent du chiffre d'affaires, quand même, c'est un peu con. Oui, et en même temps, du coup, l'énergie qu'ils ne mettent pas, une fois de plus, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, l'énergie qu'ils ne mettent pas à commercialiser ce produit-là, ils vont pouvoir, l'énergie et l'investissement, ils vont pouvoir le mettre ailleurs, dans des produits qui seront sans doute beaucoup plus pertinents sur le long terme. Donc ils prennent aussi sans doute une avance d'innovation, puisqu'ils savent qu'ils vont devoir innover, parce qu'à un moment donné, c'est pas en 2027, c'est en 2040, mais ils n'auraient pas pu continuer à vendre ce produit-là. Bon, voilà, au lieu de le faire traîner le plus longtemps possible, ils accélèrent cette transition-là, et ça leur donne, je pense, un temps d'avance sur l'innovation vers des produits plus durables. C'est pas mal que tu rappelles ça, qu'en fait, il y a la réglementation derrière, donc tous les autres seront obligés de le faire. Voilà. Ils sont juste les premiers et ça peut leur donner une longueur d'avance, comme tu le dis. OK. La réglementation reste évidemment clé. Intéressant comme point sur le Ouais. renoncement. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et la deuxième question, que ça me faisait, que ça me donnait, c'était, est-ce que tu sais si, à quoi ils disent oui en renonçant à ça? Alors ils disent: «Oui, je prends de l'avance sur mes concurrents pour la suite», mais, est-ce que, ils ont un produit de remplacement? Comme Alors j'ai pas le détail, tu pas ouais, ils ont rien honnêtement annoncé quoi, a priori? Mmh. j'ai pas, ou alors j'ai pas noté. Mais OK. Mmh. voilà, effectivement, ce qu'on va avoir un peu sur leur site, etc., il y a évidemment les nouveaux types de produits non jetables qui mettent davantage
davantage en avant. Et donc là, bon, je suis pas spécialiste du sujet, mais sur les lingettes, effectivement, je pense qu'on peut trouver des solutions de coton. Peut-être que tu as ça chez toi. Alors, j'ai ça aussi, voilà, des cotons lavables. Donc on met un peu de produit sur les cotons et puis les cotons finissent à la machine à laver. Je pense que voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la cosmétique, mais je pense que pour l'usage des lingettes, quelque chose comme ça pourrait aussi, à mon avis, très bien fonctionner. Ouais, des petites machines spéciales qui lavent les cotons, tu vois, tu tournes à la main. Bref, on peut inventer plein de trucs, c'est génial. On va passer à l'exemple numéro 2. Là, on n'est plus dans la cosmétique, on est dans l'alimentation. On est dans l'alimentation, effectivement sur ce deuxième exemple, qui, a été partagé, à l'automne dernier par le groupe, Mousquetaires, donc le groupe qui, rassemble les enseignes Intermarché et Netto, et leur annonce, ça a été, de cesser la vente de fraises et de cerises en hiver. Cet exemple, il me paraît assez intéressant parce qu'à la fois on pourrait se dire que c'est, totalement symbolique, vraiment même, de l'ordre du bon sens pur et dur. Sauf qu'aujourd'hui, en réalité, quand on va dans les supermarchés, ce bon sens-là n'est pas encore, totalement répandu, et je crois que, hem, les symboles, en fait, peuvent être assez forts quand même, aussi dans la transition. Très clairement, aujourd'hui, c'est pas ce qui va changer, le modèle économique, du groupement mousquetaires. La vente de fraises et de cerises, c'est 1 de leur chiffre d'affaires du rayon fruits et légumes uniquement. Donc Mmh. c'est un renoncement qui est plus acceptable, on va dire, que celui de Mustela qu'on vient d'évoquer avant. En Hem, termes de chiffre d'affaires, en tout En cas, termes ouais. de chiffre d'affaires, oui, voilà, en termes de chiffre d'affaires. Pour autant, ça reste un renoncement, ça reste un choix peut-être que d'autres entreprises, et je crois que c'est le cas, n'ont pas fait de leurs concurrents, d'autres enseignes n'ont pas fait. Donc, même si c'est symbolique, ça reste une innovation quand même un choix fort dans le secteur. Et je pense que ce pouvoir des décisions symboliques est intéressant. À la fois potentiellement pour mettre un peu la pression à d'autres acteurs du secteur, à d'autres concurrents, en disant bah voilà, ce truc-là on l'a fait, si vous le faites pas, ça va être plus compliqué de parler de vos engagements climatiques, etc. Et à la fois aussi dans l'éducation, pour l'éducation du consommateur, parce qu'en fait, peut-être que nous, ça nous paraît du bon sens, mais il y a encore un certain nombre de consommateurs qui sont étonnés, en fait, parce qu'ils avaient prévu d'avoir des cerises à Noël, qui n'en auront plus dans ce supermarché-là. Et donc, voilà, si c'est bien expliqué aussi aux consommateurs, je pense que ça peut aussi contribuer à avoir cet effet-là sur l'aval de leur chaîne de valeur. Et proposer une alternative aux fraises pour la Saint-Valentin, qu'on voit dans les les supermarchés et qui est une aberration, quand on connaît la saison des fraises. Et je me demande d'ailleurs si une entreprise comme ça, en s'imposant des règles, elle peut pas aussi influencer la réglementation. C'est-à-dire que souvent, nos députés vont dire: «Bah, on va peut pas mettre ça en place parce que les entreprises sont pas prêtes». Et en fait, je me dis, une entreprise qui prend le truc à l'envers et qui se dit: «Bah, nous, on va montrer qu'on est prêt et on va demander à ce que ça soit appliqué à tout le secteur», bah, ça peut être une façon de changer les choses, aussi. Ouais, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne remarque. On voit que parfois, effectivement, la réglementation arrive un peu après coup aussi. Et si on attend, à la fois la réglementation est essentielle, à la fois il faut pas tout attendre de la réglementation. Et la réglementation, c'est parfois aussi le résultat de choses qui ont été démontrées comme vertueuses. Je pense que tu as tout à fait raison. Sur cet exemple particulier, je suis pas sûr qu'effectivement on en arrive là immédiatement, mais voilà, en tout cas C'est une indirectement. première étape, c'est Ouais, une ouais. marche en tout cas. Ouais, ça me fait penser à l'exemple de Biocop qui avait arrêté, bah, je crois les tomates en hiver et les bouteilles en plastique d'eau Mmh, aussi dans ces mmh, magasins. mmh. Pareil, c'était pas une grosse part de leur chiffre d'affaires, mais ils trouvaient que c'était pas pertinent, ils ont mis des fontaines à la place. Et on va passer au 3e exemple. On va passer au troisième exemple, ouais. Alors cette fois-ci, je me suis permis de prendre un exemple que je connais, on va dire, un peu mieux, puisque c'est un exemple qui, vient d'une entreprise du groupe dans lequel je travaille, qui s'appelle Amaris, qui est une entreprise de services numériques. Et cette entreprise de services numériques a participé à la convention, des entreprises pour le climat, qui a décidé de rassembler des entreprises. Et donc, à l'origine, c'était inter-entreprise, et puis ensuite, ils ont dupliqué leur format, vu qu'il marchait très bien, à différentes régions ou alors à différents secteurs. Et donc, ils ont lancé en 2023 une CEC Conseil rassemblant des entreprises du secteur du conseil. Donc là, on parle du même secteur, donc c'est ça aussi qui est intéressant, avec vocation aussi à
faire émerger des engagements communs à ces entreprises du même secteur. Aussi pour réduire ce qu'on évoquait tout à l'heure de pourquoi je suis le premier à le faire dans mon secteur, c'est pas, ça va me pénaliser si je suis le premier à prendre cette décision. Et l'exemple que je voulais partager donc du secteur du conseil, c'est qu'à l'issue de cette CEC, le mouvement s'est pérennisé à travers la communauté du conseil à visée régénérative, principalement des entreprises qui avaient participé à cette CEC conseil, mais qui s'ouvrent aussi à d'autres entreprises. Et cette communauté-là a abouti à la rédaction et à la signature d'une charte d'engagement. Cet engagement, ce renoncement, c'est de s'engager finalement à refuser de contribuer à des projets destructeurs du vivant humain et non humain. Et concrètement, je cite, nous nous engageons à ne pas travailler sur des missions dont on peut établir le lien avec des projets qualifiés de bombes carbone considérés comme incompatibles avec la régénération du vivant. C'est intéressant et moi je trouve que ça pose une question que se posent aussi les salariés, ceux qui vont dire en fait si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre va le faire. Donc en fait ça change rien. Et presque il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse parce que je vais essayer de le faire de la manière la plus durable possible. Je vais essayer d'influencer en tout cas dans ce sens-là. Et du coup ça peut mener à se dire en fait autant rien changer puisque de toute façon ça se fera. Je crois, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais par exemple, ce que disent certains groupes pétroliers. Typiquement, Total en Ouganda, il va dire en fait, moi, si je ne vais pas l'exploiter, quelqu'un d'autre va l'exploiter. Donc autant que ce soit moi, parce que je le ferai de la meilleure manière possible. Ouais, c'est là où je pense que effectivement les initiatives sectorielles peuvent vraiment avoir du poids et c'est voilà quelque chose qu'explore fortement la CEC à travers ces différentes CEC sectorielles et je pense que c'est quelque chose effectivement qui peut vraiment servir de levier. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve dans ce renoncement-là, c'est un renoncement collectif et ensuite c'est pas un renoncement, ça c'est aussi évidemment une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que je renonce à travailler avec telle ou telle entreprise? C'est un peu plus précis que ça et et je trouve un peu plus facile à faire accepter, puis plus agile, c'est de se dire en fait je vais pas juger telle ou telle entreprise, plutôt renoncer à des projets spécifiques. Et je trouve que c'est voilà, c'est une approche qui est un petit peu plus qui reste quand même vraiment pas neutre parce que des fois si c'est fait sérieusement, voilà, ça demande quand même de bien suivre les projets qui sont accompagnés et à la fois qui sont voilà avec une grille de lecture beaucoup plus précise et qui sont moins de l'ordre du jugement de telle entreprise j'ai décidé qu'elle était vertueuse, celle-là j'ai décidé qu'elle n'était pas vertueuse. On est vraiment sur une grille de lecture un peu plus objective et ça c'est intéressant. Et ça permet aussi de ne pas, et pour l'organisation évidemment, ça veut dire ah non en fait je renonce pas à tel client de manière définitive, ce qui est évidemment très compliqué à faire accepter. Puis après si je renonce à ce type de client, je renonce potentiellement à son financeur, je renonce à son fournisseur, enfin, donc en fait la réflexion est un peu sans fin. Là je renonce à des projets qui sont en l'occurrence clairement identifiés comme des bombes carbone. Moi, ce que j'ai noté un peu en chose à se rappeler pour cette conclusion, pour conclure un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est que déjà le renoncement, en effet, c'est pas forcément renoncer qu'à un produit, qu'à une part de marché. Ça peut être aussi renoncer à une opération interne, renoncer à un process qu'on a dans l'entreprise, une opération marketing. Ça peut être progressif, on n'est pas obligé de renoncer du jour au lendemain, on peut y aller pas à pas. Il y a des entreprises qui le font pour anticiper des réglementations et bien se positionner sur leur marché futur et prendre de l'avance sur leurs concurrents et au passage prendre toute l'attention médiatique qu'il peut y avoir autour. Ça peut être un symbole également, dire finalement ça change pas grand-chose dans notre chiffre d'affaires, mais par contre ça va faire parler de nous, ça va nous voilà, les clients qui comprenaient pas comment on peut encore vendre tel produit, les fraises en hiver, et ils seront contents de se dire: «Ah enfin ils ont compris, ils vont empêcher les autres consommateurs qui n'ont pas compris de consommer ce genre de produit». Donc voilà et enfin, le sujet de dire, le renoncement, c'est pas forcément que à l'échelle de l'entreprise, ça peut être sectoriel et c'est intéressant de travailler à cette échelle aussi, pour dire, je suis pas le seul à le faire. À plusieurs, on a plus de poids, voire on peut essayer ensuite d'influencer des réglementations, de se dire: «Regardez messieurs, mesdames les députés, nous, on y arrive, donc pourquoi nos concurrents n'y arriveraient-ils pas?» et peut-être mettre des réglementations contraignantes, à visée, positive et voilà, comme ça tout le monde est logé à la même enseigne. Très bon résumé, Cassandre. Il y a rien à ajouter. Merveilleux. Je voulais qu'on finisse, peut-être en donnant notre avis, là-dessus, tu vois, sur, l'exemple
toi qui te parle le plus ou ce que ça t'inspire? Moi, ce qui m'inspire le plus, c'est quand même, ça va vraiment être cet aspect sectoriel, en tout cas l'aspect de la coopération. Je pense que la coopération, c'est quelque chose qui va être absolument essentiel pour accélérer la transition écologique. La coopération sur la chaîne de valeur d'une même entreprise, donc peut-être qu'on aura d'autres exemples là-dessus, mais à l'occasion d'un autre podcast, mais entre une entreprise et ses fournisseurs et ses clients, et comment finalement, c'est pas juste moi, entreprise, qui prend la décision seule, mais comment j'accompagne aussi mon fournisseur ou mon client qui vont être impactés. Donc ça, je pense que cette coopération verticale me semble essentielle, et cette coopération plus horizontale d'entreprises concurrentes d'un même secteur. Il y aurait aussi potentiellement d'autres exemples à donner, d'ailleurs y compris dans le secteur du retail et de la distribution alimentaire qu'on évoquait là, où effectivement des choix collectifs peuvent éviter un peu le coût de l'innovateur finalement qui assume seul le coût au démarrage, et puis peuvent aussi effectivement permettre d'avoir un impact à plus grande échelle et potentiellement impacter dans un second temps des réglementations. Donc je crois que cette thématique de la coopération est assez essentielle. Plus les renoncements se font de manière coopérative, je pense, plus ils sont acceptables pour l'organisation. Ouais, complètement. Et moi, ce que je voudrais ajouter de ce que ça m'inspire, je pense que c'est peut-être plutôt l'exemple de Mustela qui m'inspire ça, c'est l'aspect, il va falloir être créatif peut-être pour la suite. Ouais. C'est ce qu'on disait en fait, par quoi on va remplacer les lingettes. Ok, si on renonce à ça, on sait pourquoi on le fait, mais par contre le besoin auquel on répondait, il est sûrement toujours là. Et de quelle manière on va y répondre différemment. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant d'ouvrir cette brèche de créativité. Ouais. Enfin, un renoncement réussi, je pense, c'est un renoncement qui ne se fait qu'avec de l'innovation, qui ouvre en tout cas une période d'innovation, puisqu'effectivement le renoncement sera accepté que si il y a de l'innovation qui permet effectivement d'avoir des relais qui ont un impact social et environnemental plus positif. Donc je pense qu'effectivement dans l'organisation, ça peut être aussi des réflexions qui sont pas faciles, mais qui peuvent être, comme tu l'évoquais, aussi très très positive et très ludique, parce que ça ouvre des champs des possibles qui peuvent être extrêmement motivants pour les salariés, les collaborateurs et les parties prenantes de l'entreprise. Regarde, ça m'inspire un nouveau mantra qui est un renoncement réussi est un renoncement inspirant et innovant. Voilà. C'est très beau. Bon, et bah écoute, merci déjà pour nous avoir partagé tes connaissances de tout ce que tu creuses en scrollant le week-end pour te redonner de la motivation. C'est clair que voilà, quand on voit ça, on se dit bon, ok, il y a des trucs qui bougent d'une manière ou d'une autre pour différentes raisons, mais n'empêche, le sujet avance, donc ça c'est très chouette. Je voulais finir en disant, bah voilà, tu l'as dit, on s'est parlé de faire régulièrement ce type d'épisode pour parler, peut-être pas la prochaine fois de renoncement, mais d'autres manières de s'adapter avec d'autres exemples. Donc, ce qu'on voulait vous proposer, chers auditeurs et auditrices, c'est déjà de nous dire, est-ce que ce format vous plaît? Est-ce que vous aimez avoir des exemples et qu'on discute autour de ces exemples? Et on s'est même dit qu'on pouvait vous proposer un petit jeu. Si vous voulez qu'on creuse un des sujets, une des entreprises présentées aujourd'hui, on peut se dire, par exemple, si au final il y a au moins 10 commentaires sur cet épisode ou sur le post LinkedIn de l'épisode, on va essayer d'interviewer une des entreprises de votre choix. Voilà. Vous nous mettez un commentaire en disant top épisode, interviewé Intermarché, ou interviewé Mustela, ou interviewé Amaris. Et ben voilà, s'il y en a au moins 10, on s'engage à tout faire pour y arriver. Et on peut mettre la Camif aussi dedans, ça fera un choix de 4. Allez, on met la Camif aussi parce que on a peur de rien. Voilà, les commentaires, vous pouvez les laisser. Je sais que Spotify le permet, et si vous n'écoutez pas sur Spotify, vous pouvez aller sur la page LinkedIn d'Écolo au boulot, vous trouvez le post qui parle de cet épisode et vous laissez un commentaire en disant franchement, top épisode, je vote pour telle entreprise à interviewer, ça ira très bien. Vous prenez pas la tête sur le commentaire, vous pouvez être plus créatif si ça vous fait plaisir, mais vous pouvez vous limiter à ça. Merci beaucoup, Cassandre. Ouais, Jonas, merci. Et bah du coup, si ça a plu à nos auditeurs, on se refait ça bientôt. Et bien écoute, ce sera avec grand plaisir. Merci pour ce super échange, très sympa. Merci. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!